Bonsoir à tous et soyez bienvenus dans le 19-20. Dans l'actualité régionale, ce soir, la bonne santé de la loi de Grenoble en Isère. La récolte 2016 s'annonce plutôt bien, à ceci près que beaucoup de fruits sont trop petits pour rentrer dans l'AOC tant convoité. Reportage dans le Bas-Grésivaudan. Le bilan du nouveau plan de circulation de l'agglomération chambérienne en Savoie. Un mois après sa mise en place, la mairie a réuni les principaux acteurs de ce dossier pour tirer les premiers enseignements sur la fluidité du trafic. Et puis les seniors sont à l'honneur dans toute la France avec la Semaine du Bleu. Nous irons à Faverges en Haute-Savoie où sont organisées des rencontres intergénérationnelles et des ateliers culinaires autour du rôle des retraités dans notre société. Juste après le Journal des Alpes, Carole Gessler vous présentera l'édition nationale et deux grands titres ce soir. Travailler plus pour éviter le chômage. Nouveau rythme de travail pour les ouvriers de l'usine Smart en Moselle. 39 heures, payées 37. L'épilogue d'un long bras de fer entre direction et syndicats. Et puis le foie gras sans doute plus cher à Noël, conséquence de la crise de la grippe aviaire. Reportage dans les Landes où la reprise est difficile. Dans les Alpes, la noix de Grenoble est l'un des rares fruits français à bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée. Et elle se porte bien. La récolte s'annonce bonne cette saison, avec tout de même davantage de petites noix qui ne bénéficieront pas de cette fameuse AOC. Malgré tout, les producteurs prévoient des volumes proches de ceux de 2015. Xavier Schmitt, Vincent Abran. Des noix comme s'il en pleuvait. La machine à secouer les noyers reprend du service. La récolte commence tout juste dans cette exploitation. 16 hectares, 2000 arbres. Dans chaque parcelle, le producteur, le nuciculteur, vérifie que les fruits sont bien arrivés à maturité. Eh bien, les noix, quand elles tombent au sol, elles sont toutes pratiquement décortiquées à 100%. Le brou s'en va de la coquille et les noix sont en maturité. Le brou, c'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe verte de la noix et après, il y a la coquille qui protège le cerneau. Autre exploitation, autre opération, le ramassage. La noix de Grenoble occupe 900 producteurs environ, la plupart en Isère, les autres dans la Drôme et la Savoie. Leur calendrier varie selon l'exposition et le sol des noyerets. Mais partout la récolte est très mécanisée. C'est vrai que quand il pleut, dans la vallée de l'Isère, on a des problèmes pour ramasser, parce que c'est des terrains qui sont très lourds et qui gardent l'eau. Donc les machines, quand elles passent, elles vous détruisent le terrain, quoi. Là aujourd'hui, c'est le temps idéal. Ah bah là, oui, ça c'est le temps idéal. La filière prévoit une production en hausse de 15% cette année. Mais l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, exige un calibre minimum. Aujourd'hui, on a la prévision de récolte qui nous donne de 28 à 30 mm, environ 50% de la récolte, et ensuite des plus grosses, de 30 à 34, 35, 36, environ 50%. Donc il n'y a pas de souci à avoir, il y aura des petites et des grosses, il y en aura pour tout le monde. Le territoire de la noix de Grenoble est le premier producteur européen avec 10 000 tonnes commercialisées. La récolte va s'échelonner tout au long du mois d'octobre. Et de Troyes, Cécile Duflot est la troisième ancienne ministre à se rendre auprès des salariés d'Ecopla à Saint-Vincent-de-Mercuse en Isère. C'était aujourd'hui. Après Emmanuel Macron et Benoît Hamon, l'ex-ministre du Logement, candidate aux primaires d'Europe Écologie Les Verts, est venue soutenir les salariés de l'entreprise qui fabrique des barquettes d'aluminium. Et cela à 2 jours de la décision du tribunal de commerce de Grenoble qui statuera en effet mercredi sur la reprise d'Ecopla en scope ou non par ses salariés. Alors comment ces dernières heures sont-elles vécues par les ex-salariés après des mois de mobilisation? Reportage à Saint-Vincent-de-Mercuse, Marie Michelier, Dominique Semet. 8 mois déjà que le bruit des machines a laissé place au silence. Des couloirs vides, comme la plupart des bureaux. Dans ces murs, une poignée d'irréductibles maintient pourtant sans relâche sa mobilisation. Je travaille avec les moyens du bord, donc avec mon téléphone, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a encore l'électricité, mais on n'a plus de téléphone, on n'a plus d'internet, on n'a plus rien pour travailler. C'est vraiment la dernière ligne droite, c'est l'appel du 5 octobre. Après, c'est le grand final. S'il n'y a pas gain de cause, on n'a plus de recours possible après derrière. La dernière ligne droite d'une course de fond pour la quinzaine d'ex-salariés qui portent la reprise de leur entreprise en scope, occupant le terrain, multipliant les entrevues et interviews en lien entre eux tout le temps.
Ouais, ben là, on va passer. Les deux leaders du collectif sont à Paris depuis l'aube pour obtenir un rendez-vous au ministère du Budget. À la mi-journée, c'est encore la promesse d'une lettre de soutien, une de plus. C'est toujours pareil, pour nous, c'est beaucoup de soutien, mais est-ce qu'après, au niveau du juge, ça va peser dans ses décisions? J'espère que oui. 8 mois de résistance et de doute aussi, partagés avec Pascal, consultante en organisation du travail. Rencontrée au printemps dernier, elle est devenue une sorte de coach, présente sur le site dès qu'elle le peut pour aider les membres du collectif. Comment on se parle, comment on décide, comment on pose nos options, comment on se met d'accord, comment on gère les dissensions, comment on fait du consensus. C'est compliqué pour eux parce que cette situation est compliquée. Ils sont exemplaires. Moi, ils me donnent du courage. Depuis quelques jours, les visites de politiques se multiplient. Après Benoît Hamon et Emmanuel Macron, cet après-midi, c'est Cécile Duflot, ancienne ministre du Logement, qui est là. La campagne des primaires en toile de fond, qu'importe. Toujours plus de soutien pour être les plus convaincants mercredi prochain, lors du jugement en appel de leur affaire devant le tribunal de commerce de Grenoble. Fait divers avec un nouvel accident mortel d'un adepte de la wingsuit. C'était en début d'après-midi à Chamonix. Il s'agit d'un ressortissant russe qui a percuté la façade d'un bâtiment de plein fouet avant de chuter sur le sol. On ignore pourquoi il n'a pas pu ouvrir sa voile. Une enquête est en cours. Le 29 août dernier, l'agglomération chambérienne inaugurait son nouveau réseau de bus et son nouveau plan de circulation, dont l'objectif est de fluidifier la circulation dans l'agglomération. Ce matin, un mois après cette mise en service, la mairie faisait un premier bilan. Bernard Portugal, Frédéric Pasquette. 4 nouvelles lignes chrono, plus rapides et plus fréquentes, 62 nouveaux arrêts ou encore des bus toutes les 5 minutes aux heures de pointe. Depuis 4 semaines, le réseau de transport en commun de l'agglomération chambérienne vit une importante phase de modernisation. Et même si quelques réclamations ont été formulées par des usagers, cette transition se passe plutôt bien. Ce qu'on constate effectivement, c'est qu'on a des bons retours sur les lignes chrono notamment, avec quelques adaptations. On est très vigilant aussi sur les correspondances scolaires, qui est un enjeu fort de ce nouveau réseau. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une phase d'adaptation, une phase de réglage notamment de ces correspondances pour caler tel ou tel service à la minute près pour garantir les correspondances. Permettre aux usagers de se déplacer facilement sur l'ensemble de l'agglomération, c'est l'un des axes prioritaires de la politique de déplacement de Chambéry Métropole. Un nouveau plan de circulation a donc également été mis en place au centre-ville de Chambéry afin d'inciter les automobilistes à changer leurs habitudes. Quelqu'un qui est dans sa voiture et qui met 10 minutes pour aller à un endroit, s'il met 40 minutes avec le bus, il ne le prendra pas. Donc l'objectif, dans ces cas-là, vous n'avez des bus qui ne prennent que les gens qui ne peuvent pas faire autrement. Donc l'objectif, c'était d'aller chercher des gens qui sont dans leur voiture. Il n'est pas question d'empêcher les voitures de venir au centre-ville. Il est question de favoriser les gens qui circulent en voiture, qui puissent venir au centre-ville en garant leur voiture pas loin du centre-ville. 4 parkings relais d'une capacité totale de 415 places sont déjà opérationnels autour de l'agglomération. Un 5e devrait être construit dès 2017. Autre objectif à l'avenir pour Chambéry Métropole, séduire les cyclistes et les piétons. Une piste cyclable traversant Chambéry est programmée. Elle devrait être achevée en 2019. Quels sont la place et le rôle des seniors dans notre société? Durant 7 jours, dans toute la France, la Semaine Bleue va tenter de répondre à cette question. Exemple à Faverges, en Haute-Savoie, où la commune et le Centre d'action sociale organisent des rencontres intergénérationnelles et des ateliers culinaires. Regardez ce reportage de Nathalie Rapuc et Yves Mariglot. 53. Voilà, 53. Agnès vit loin de ses petits-enfants. Alors, faire équipe avec ses écoliers pour jouer au loto, c'est un vrai bonheur. On a le moral, on est des gagneuses toutes les trois. Tu gagnes? En fait, c'est elle qui gagne. C'est moi qui gagne. Non, parce que j'ai beaucoup de pions sur ma carte. 86, je l'ai. Mais les cadeaux seront pour les petites. Voilà. Durant 7 jours, à l'occasion de la Semaine Bleue, depuis plus de 60 ans, des activités sont organisées par les collectivités locales sur le rôle des retraités dans la société. Des journées surtout destinées à un public particulier.
des personnes qui ne sortent pas de chez eux. Elles viennent une fois, elles sortent une fois pour venir au repas de la semaine bleue, vous voyez. Et ça leur permet de retrouver des personnes de leur âge, de discuter de leur jeunesse. Et voilà, c'est important. Et théoriquement, après, on prend le pain avec 2 fourchettes, on le soulève et on le met directement sur le gaz pour le griller un petit peu. Voilà. Voilà. Autre moment clé, les ateliers culinaires. C'est bon ? Ça va, c'est un petit peu fade. Ça sera meilleur cuit avec la cuisine indienne, j'imagine. J'aime bien. Quand on est plusieurs, on s'encourage et on apprend des choses qu'on ne connaît pas. Des recettes indiennes aujourd'hui, mais la semaine ne fait que commencer et se poursuit partout en France jusqu'à dimanche. Et à 19h10, on ouvre un chapitre tourisme en compagnie de Chantal Kerlios, qui est l'invitée du Journal des Alpes ce soir. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors vous êtes maire de Villard-de-Lans et vice-présidente de l'Isère, chargée du tourisme, de la montagne et des stations. Aujourd'hui se déroulaient les premières assises du tourisme en Isère. C'était au World Trade Center de Grenoble, avec un espace showroom, des stands et bien sûr des débats autour du développement du tourisme en Isère. Pourquoi tout d'abord des assises, madame Kerlios? Pourquoi des assises? Ça veut dire que l'heure est grave? Non, tout simplement parce qu'il était temps d'apporter à démonstration que le tourisme en Isère, ça compte. C'est un pilier important du développement économique en Isère. 697 millions d'euros de consommation touristique. Une très très belle famille qui est plurielle, avec des entreprises comme les entreprises agricoles, des artisans, des commerçants, des hébergeurs, également porteurs d'activités de plein air, de culture, d'événementiel, des collectivités, des territoires, des offices de tourisme. Et alors, quelles sont les priorités pour faire marcher tout ce monde ensemble et améliorer l'offre touristique? Établir la confiance. D'abord. Qui n'existe plus? Non, ce n'est pas une question qu'elle n'existe plus, c'est qu'il faut, avant d'agir, de pouvoir poser la confiance. Et pour cela, il faut réunir la famille touristique. 720 personnes étaient au rendez-vous. C'est un véritable succès, dans une ambiance très conviviale, très chaleureuse, avec une vraie attente, une vraie envie de se fédérer et d'œuvrer ensemble, car c'est seulement de cette manière-là qu'on va réussir. Parce que nous avons ensemble construit cette confiance qui fait que les résultats sont au rendez-vous aujourd'hui. Alors, se fédérer et puis répondre à des nouvelles demandes, notamment les nouveaux formats de séjour. Vous avez avancé sur cette question, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, concernant le séjour, je peux dire qu'en matière touristique, le levier, c'est le tourisme de séjour. Pourquoi? Parce qu'un touriste de passage, c'est 45 € de panier moyen. Un touriste de séjour, c'est le double. Donc, la marge de manœuvre est là. Qu'allons-nous faire? On va mettre l'accent sur le fleuron de l'hébergement, à savoir l'hôtellerie. L'hôtellerie qui est un secteur sensible. On en a besoin pour notre clientèle de séjour. Il faut investir, il faut remettre aux normes. Et c'est également l'hôtellerie qui accueille essentiellement la clientèle internationale et les groupes. Et qui donc, est aussi une clientèle à séduire à nouveau. Nous avons gagné de 3 points cette clientèle internationale. On a augmenté de 3 points cette année. Et donc, nous allons adapter les règles qui encadrent les aides à l'investissement apportées par le département de l'Isère à l'hôtellerie dans les jours qui suivent pour que cette aide soit plus rapidement mobilisable. Et nous allons les renforcer avec la région. Autre point, également l'immobilier de loisirs, notamment en termes de stations. Nous allons travailler avec la Caisse des dépôts. On a signé une convention ce matin pour rénover l'immobilier de loisirs, notamment sous l'angle énergétique. Voilà, l'hôtellerie, le loisir, donc beaucoup de travail sur la planche pour les hôteliers et pour les offices du tourisme. C'est un travail qui va démarrer la saison prochaine, ça, il faudra attendre un petit peu. C'est un travail qui a déjà démarré. Si vous voulez, ces assises du tourisme, c'était surtout se dire que depuis pratiquement 2 ans, on travaille ensemble, les résultats sont là, des contrats sont signés, des lignes budgétaires sont ouvertes et que donc nous allons avancer ensemble. En vous remerciant d'avoir répondu à nos questions. De quoi est faite la journée d'un député? C'est le thème que nous allons développer cette semaine dans une nouvelle série intitulée « Ma vie de député ». Série qui va nous emmener au plus près de 2 parlementaires de la région, le républicain Lionel Tardy en Haute-Savoie et la socialiste Geneviève Fioraso en Isère. Reportage Denis Vignaud-Duguet et Didier Albrand.
Alors attends, là c'est quoi tout ça? Les maires? Ils viennent les maires de la Circo ou pas? Pour l'instant on les a pas, il faut qu'on les invite. Alors ici c'est la base, voilà. Ce local j'y suis depuis 9 ans. Et j'ai voulu avoir un local qui soit ouvert sur la vie. Enfin être élu c'est quand même être ouvert sur la société, hein, sinon c'est pas la peine. Est-ce que vous allez rester à Berlin? C'est juste un aller-retour dans la journée, il faut que je fasse le point avec lui. Aller-retour Berlin. Oui, il a raison. Oui, parce que là, on est un peu comme une très petite entreprise en fait, parce qu'on se connaît depuis un grand moment. Et le travail de Valérie qui tient l'agenda, c'est horrible, parce que c'est comme Pénélope. On fait, on refait, on défait. D'abord parce que les débats à l'Assemblée, on ne peut pas toujours programmer les heures. Donc voilà, il y a des moments, il y a des réunions qui mettent tout par terre. En ce moment, j'ai une mission sur le spatial qui m'amène à l'étranger. Mais il y a aussi des rendez-vous qui bougent, qui changent, et voilà, ça change l'agenda. Et puis il y a le terrain. Moi, je tiens beaucoup à ce qu'on garde une activité terrain. D'abord parce que ça m'amène des choses. J'ai un retour vraiment des habitants dans toute leur diversité des décisions qu'on prend. Puis on sent les choses sur le terrain. Ah ouais, non, mais ils ont l'équipement. Ah ouais, non, mais ça rigole pas. Même quand il pleut. Ah oui. Ah, ça rigole pas, eux. On est en plein cœur du métier de député. On reçoit énormément de gens qui ont des problèmes d'impôts, qui ont des problèmes de beaucoup de permis de construire, etc., qui viennent voir le député en dernier recours, parce qu'on est toujours le dernier recours. Et puis après, on a ce type de rendez-vous, donc où effectivement, là, c'est par rapport à des décrets ou des textes de loi. Nous avons les motocyclettes. Où effectivement, des fédérations, des groupements, des associations nous expliquent voilà, les raisons pour lesquelles il faut changer tel ou tel texte de loi par rapport à la vision du gouvernement pour telle ou telle raison. Il y a eu un report, vous le savez, dans les grandes agglomérations, du 4 roues vers le 2 roues. Vous qui allez souvent sur Paris. La disparition du Mola Mansour va ouvrir une période d'instabilité au sein de l'organisation. Direction la chambre de métier pour les Oséas. Voilà. Les kilomètres, c'est correct. C'est essentiellement le week-end. Le week-end pour les manifestations. Sinon, le lundi et le vendredi, en règle générale, je reçois les gens à ma permanence. Donc, il y a un petit peu moins de kilomètres que le week-end. On se débrouille avec notre voiture et on n'a pas besoin d'un chauffeur pour nous emmener toute la journée à droite à gauche, ce qui sera assez inconfortable pour lui parce que c'est vrai qu'on a des horaires assez particuliers, on démarre très tôt, on finit très tard le soir. Ah bah voilà. Je mets les gens en relation, je pense que ça fait aussi partie du travail du député. Comme élu local, j'ai mené des opérations concrètes. Comme ministre, j'ai pris des décisions. Comme député, on fait le lien entre le national et puis le local. Et moi personnellement, ce qui m'a motivée toujours en politique, c'est la réduction des inégalités. Et donc il me semble qu'on doit casser en fait tous ces murs. Donc ce qui me motive vraiment dans mon travail de député sur le terrain, c'est ça, c'est mettre en relation des gens qui naturellement ne le seraient pas. Enchanté, alors c'est vous qui faites de la 3D, venez, on va s'installer par là-bas, venez voir. On parle emploi, on parle création d'entreprises, reprise, développement des entreprises, donc je me dois d'être là. D'accord. On fait toujours du relationnel, que ça soit la semaine, que ça soit à Paris ou que ça soit surtout le week-end quand on est en circonscription dans les différentes manifestations. Ben oui, le député se doit d'être partout, donc là ce matin c'est le volet économique. Un autre jour, ça sera le volet associatif, ça sera le volet culturel. On est ancré dans le territoire, donc voilà, donc dès qu'il y a une problématique, on doit être au courant. Donc c'est dans ces manifestations-là qu'on est au courant de tout ce qui se passe. Bon. Sport et le coup de gueule d'Alexis Pinturault qui a déclaré aujourd'hui, pour moi les AUT c'est proche du dopage. C'était lors de la journée presse de l'équipe de France de ski à Paris. Le skieur de Courchevel répondait à une question sur le scandale des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques qui plombe le sport en ce moment. Article à lire sur notre site alpes.france3.fr. Et puis hockey sur glace avec un talent prometteur dans les rangs des Brûleurs de Loups cette saison. Il s'appelle Alexandre Texier, il vient d'avoir 17 ans et il est déjà meilleur buteur de la Ligue Magnus. Un record de précocité pour ce jeune Grenoblois auquel on prédit un avenir au plus haut niveau. Jordan Guéant, Maxime Kemener. Le talent n'attend pas le nombre des années, telle semble être la devise d'Alexandre Texier. Pour sa première année chez les pros, le Môme est déjà meilleur buteur du championnat.
Je ne m'attendais pas à ça au début, j'avais un peu peur, j'appréhendais les choses et puis tout se passe bien pour l'instant, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il fait un très bon début de saison, mais on n'est pas surpris, on sait que voilà, c'est un très très bon joueur avec un énorme potentiel et puis voilà, il le montre aux entraînements et depuis le début du championnat. 13 septembre dernier, son premier match officiel face à Dijon. Ce soir-là, Alexandre inscrit 3 buts le jour de ses 17 ans. Une sacrée entrée en matière à en écœurer les adversaires. Il est bon ce petit quoi. Voilà, je pense pas qu'il va rester longtemps en France à ce rythme-là. Chaque fois que l'adversaire joue Alexandre, hein, ils vont peut-être essayer de déstabiliser un petit peu, rentrer dans sa face, hein, le frapper, l'intimider. Fils d'un ancien joueur, Alexandre Texier a très vite marqué les esprits. Pour preuve, un seul chiffre, 71, le nombre record de points inscrits l'an dernier avec les moins de 18 ans. Son secret, un jeu de main digne des plus grands. Il est main rapide, il est capable de faire beaucoup de choses avec le palais, hein, que ce soit protéger son palais ou même l'emmener à la cage. C'est vraiment une de ses qualités premières, là, sa technique avec le palais. C'est notre petit joueur prometteur ici à Grenoble, puis pour le hockey français. Un concentré de talent déjà démarché par des clubs étrangers, le petit Texier peut viser haut. Pourquoi pas l'Amérique du Nord et la NHL, meilleur championnat du monde. Ouais, ça pourrait me plaire après, mais pour l'instant, je suis vraiment sur cette saison à venir et puis on verra après quelles opportunités j'ai pour partir. À coup sûr, une nouvelle success story grenobloise reste à confirmer dans la durée. Ailleurs, dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, nous partons dans le Rhône à la rencontre d'un jeune Lyonnais qui a créé une galerie d'art virtuelle. Un site internet où l'on peut acheter des œuvres d'une dizaine d'artistes locaux à des prix plus abordables qu'en galerie classique. Renaud Gardette, Cédric Le Poitevin. Depuis son petit bureau, Nicolas, 33 ans, gère sa galerie d'art. Elle n'a pas d'adresse physique puisqu'elle est sur la toile, accessible à tous. Sur ce site, vous pouvez acheter des photos, des peintures, des dessins, des aquarelles, mais aussi des sculptures ou des céramiques. Il y en a pour tous les goûts. En tout, 400 œuvres sont exposées. 11 artistes ont été réunis, tous lyonnais ou de la région. Je me suis dit que les gens étaient comme moi, qu'ils aimaient à la fois la photo, le dessin, la peinture, qu'ils n'étaient pas restreints à un seul art ou à un seul style et qu'il était important de tout montrer, de la même manière que moi j'aime tout et que je voulais tout montrer. Les photos de ce graffeur sont aussi proposées à la vente. Tous ces artistes ont été sélectionnés par Nicolas qui est diplômé d'une école d'art. Pour cela, il a publié une petite annonce sur Internet évidemment. L'avantage de la galerie virtuelle, c'est d'abord des prix cassés. Les œuvres sont vendues bien moins cher que dans une galerie traditionnelle. Les prix ne dépassent pas 1 500 € et la majorité d'entre eux se situent en dessous de 600 € pour à peu près 70% des toiles. En parallèle, Nicolas organise aussi tous les mois des expositions physiques cette fois-ci pour aller à la rencontre du public, une façon de se démarquer des autres sites internet. Son but est bien de rendre l'art plus accessible. Le concept initial est vraiment d'ouvrir l'accessibilité de l'art, d'ouvrir l'art en fait à une clientèle qui jusqu'à présent n'était pas habituée aux galeries d'art ou ne s'intéressait pas à l'art. Avec 11 artistes, la galerie d'art virtuel est au complet, mais Nicolas va se lancer prochainement à la recherche de nouveaux talents régionaux pour l'année prochaine. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale après le Grand Soir 3 et juste après, à 23h40, ne ratez pas Qui sommes-nous? C'est la case du documentaire régional avec ce soir le retour à la vie, les déportés de Ravensbrück, un film de Sylvie Cozzolino. Notez aussi demain matin, 9h45, Auvergne, Rhône-Alpes matin avec les plus beaux sites de la ville de Lyon. Et puis un invité, Emmanuel Renaud, le chef étoilé du restaurant Le Flocon de sel à Megève. Demain midi, vous retrouverez Pauline Allo et je vous retrouve avec grand plaisir demain soir à 19h. Excellente soirée à tous.